N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance de médicaments online. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Marco Myriam, résident de spécialité deuxième année de chirurgie générale. Elle va nous entretenir sur les traumatismes de l'abdomen, traumatisme ouvert, je crois. Et donc, veuillez garder vos micros coupés pour ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît. Et d'accord, je pense que là, on est bon. Donc, docteur Makou, vous avez la parole, vous pouvez commencer. Merci de me passer la parole. Bon, j'ai déjà été présentée. Nous allons de ce pas commencer la présentation sur les traumatismes de l'abdomen. Initialement, il était question de faire d'abord les traumatismes fermés et ensuite traumatismes ouverts de l'abdomen. Mais étant donné certaines zones de similitude, je pense qu'il serait, si possible, idéal d'aborder les deux thèmes aujourd'hui de manière afin de faciliter l'assimilation du sujet. Donc, nous allons commencer. Traumatisme de l'abdomen. À la fin de cette présentation, chaque participant devra prendre conscience de l'importance de la notion de des traumatismes abdominaux. Il faudra comprendre les mécanismes des différentes atteintes de l'abdomen. Il faudra connaître les particularités de ces atteintes et de connaître la démarche à suivre suivant le problème devant lequel on se retrouve. Donc, pour ce qui est des plaies de l'abdomen, il faut pouvoir, à la fin de cette présentation, définir la notion de plaie de l'abdomen, faire la différence entre une plaie pénétrante et une plaie non pénétrante, de connaître les différents mécanismes lésionnels et savoir poser le diagnostic, et connaître quels sont les bilans qui sont nécessaires et utiles en urgence afin de faire une prise en charge idéale. Nous allons suivre le plan ci-après. En guise de généralité, nous pouvons définir une plaie de l'abdomen comme étant une communication traumatique de la cavité péritonéale avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un agent vulnérant, en l'occurrence une arme à feu ou une arme blanche. Un traumatisme, quant à lui, est dit pénétrant lorsque la plaie fait effraction dans le péritoine pariétal. Et cette plaie est dite perforante lorsqu'il y a effraction du péritoine viscéral et donc un organe abdominal, intra-abdominal. L'intérêt repose surtout sur l'épidémiologie parce que les plaies de l'abdomen constituent une cause de morbide mortalité importante qui n'est pas à négliger. Le diagnostic, si il est tardif ou ignoré, il peut être mortel. Et il faut connaître la notion de prise en charge conservatrice et à quel moment l'utiliser. Et le pronostic est souvent favorable lorsque la prise en charge est adéquate. L'épidémiologie, les plaies de l'abdomen représentent 20% des traumatismes de l'abdomen, notamment les plaies par arme blanche ou par arme à feu qui ne sont pénétrantes que dans 35 à 75% des cas. Et en France, on retrouve une mortalité de 6% pour les plaies par arme blanche et 10% pour les plaies par arme à feu. Pour ce qui est du rappel anatomique, nous savons que l'abdomen est cette région anatomique qui est située entre le thorax et le bassin, qui est délimitée en haut par le diaphragme, qui remonte dans le thorax à hauteur de du quatrième espace intercostal. Et par contre, en bas, elle continue avec le pelvis. Cet abdomen est reparti en 9 régions. De l'extérieur vers l'intérieur, la paroi abdominale comprend la peau névrose, les muscles droits, transverses, obliques,
oblique interne et oblique externe, qui sont les muscles larges. Plus en profondeur, on retrouve le péritoine pariétal et ce qui tapit les viscères, on a le péritoine viscéral. Il y a la notion d'organe creux et d'organe plein qu'il faut bien noter. La classification est faite selon que cette plaie atteigne ou non la cavité abdominale. Donc, il s'agit des plaies pénétrantes ou non pénétrantes. Pénétrantes, on l'a dit, lorsqu'il y a effraction du péritoine pariétal et non pénétrante lorsqu'il n'y a pas effraction du péritoine pariétal. Et selon l'agent vulnérant, qui peut être une arme blanche telle qu'un poignard, une machette, et les plaies par arme à feu. Le mécanisme, un traumatisme est dit pénétrant lorsque l'agent vulnérant traverse le revêtement cutané pour atteindre les structures anatomiques sous-jacentes. Et ceci, c'est par opposition au traumatisme fermé. Les traumatismes pénétrants sont essentiellement liés à des agressions, plus rarement à des tentatives de suicide. Leur gravité dépend des lésions sous-jacentes et des risques hémorragiques et septiques que les patients encourent. Donc, le pouvoir lésionnel lors d'une plaie par arme blanche, c'est lié tout d'abord à la taille et au tranchant de l'agent vulnérant, étant donné les lésions collatérales que cela va causer. C'est lié à l'énergie déployée, la force avec laquelle l'agresseur tape sur sa victime et les éléments anatomiques intéressés, notamment suivant les 9 régions anatomiques et les différents organes qui sont retrouvés. Pour les plaies par arme à feu, les lésions entraînées par le projectile dépendent tout d'abord de l'énergie du projectile. On note que plus la masse et le calibre sont petits, plus l'énergie produite à l'impact est grand. Il y a la notion de distance. Plus la distance, plus le détenteur de l'arme est proche de la victime, plus le pouvoir lésionnel est majeur. Il y a cette notion de cavitation qui est liée au passage du projectile. Ça fait des rotations, ce qui entraîne un élargissement de la cavité. Ça crée une cavité permanente et on peut avoir la cavité temporaire. C'est lié à la stabilité du projectile, à la nature du projectile, et aux caractéristiques des tissus exposés, sachant qu'il y a des tissus qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Pour ce qui est de la physiopathologie du patient qui est atteint par une arme blanche ou une arme à feu et qui est victime d'une plaie pénétrante, il faut noter que en cas de traumatisme grave ou d'hémorragie, il y a 3 phénomènes qui se présentent. Il y a l'ischémie tissulaire qui se présente puisque la perte excessive de sang va entraîner une hypoperfusion tissulaire, ce qui va favoriser la synthèse d'acide lactique et entraîner une acidose. Il y a la notion d'hypothermie puisque la perte excessive de sang va diminuer aussi la perfusion tissulaire et entraîner une hypothermie. Et le 3e phénomène, c'est l'association hypothermie et acidose qui vont enclaver le mécanisme de coagulation. Les plaquettes ne pouvant pas fonctionner en milieu acide et les facteurs de coagulation qui ne peuvent pas fonctionner, cela va aggraver l'état de choc du patient. On appelle ces 3 éléments la triade létale: hypothermie, acidose et coagulopathie. La coagulopathie sera de plus en plus aggravée, d'autant plus que le sang sera consommé au cours de la coagulation en essayant de maîtriser l'hémorragie. Il y a également la notion de polytransfusion et d'hémodilution lorsque on passe plusieurs solutés pour essayer de juguler le choc. L'hémodilution avec des solutés qui sont souvent froids, non réchauffés, ça favorise l'hypothermie. La notion de polytransfusion qui
on utilise souvent du sang qui est dépourvu, qui a été conservé pendant longtemps, dépourvu de plaquettes, dépourvu de facteurs de coagulation, dépourvu de calcium qui est nécessaire à la coagulation, ce qui aggrave la coagulopathie. Donc, coagulopathie, acidose, hypothermie, c'est la triade létale qui entraîne le choc et favorise le choc. Pour notre type de description, nous avons choisi les plaies par arme blanche de l'abdomen, notamment au couteau. Il y a deux types de lésions possibles. Soit on a la perforation d'un viscère creux, ou bien on a une hémorragie par blessure d'un parenchyme ou d'un gros vaisseau. Et il faut noter que ces deux éléments peuvent être associés. D'un point de vue pratique, lorsque vous recevez un patient qui a été poignardé, victime d'une agression par arme blanche, quelles sont les premières questions qu'on va se poser? Le patient est-il en état de mort apparente, instable hémodynamiquement ou stable? L'agent vulnérable est-il encore présent? Y a-t-il un saignement extériorisé, un écoulement, une éviscération, un ventre augmenté de volume? Y a-t-il des signes d'irritation péritonéale? La plaie est-elle suspecte, profonde, multiple, avec perte de substance? Y a-t-il d'autres lésions possibles, pénétrant ou non, au niveau des autres régions anatomiques du patient, notamment le thorax ou le pelvis ou les axes vasculaires? Ce sont les premières questions et ce sont des questions essentielles puisque c'est à partir de là que la prise en charge pourrait être orientée. Notamment, par exemple, si on se pose la question, est-ce qu'il y a un saignement extériorisé? Est-ce qu'il y a un écoulement? Quelle est la nature de cet écoulement? Est-ce que ce sont des selles? Si ce sont des selles, là, on sait qu'il y a effraction du tube digestif et on sait qu'il faut intervenir rapidement. Est-ce qu'il y a une éviscération? S'il y a une éviscération, ça veut dire que les organes intra-abdominaux sont extériorisés. Et dans ce cas, il faudra préparer le patient rapidement pour une intervention chirurgicale. À l'interrogatoire, bon, la première notion que je voudrais rappeler, c'est les éléments de l'Advanced Trauma Life Support, l'ATLS, qui permettent l'évaluation primaire du patient lorsqu'on le reçoit. Les ABCD, ce sont les éléments de base. On ne va pas se précipiter à faire l'interrogatoire et évaluer et examiner le patient quand on n'a pas stabilisé les éléments du bilan primaire. Donc, après stabilisation des éléments primaires, le A for airways, B for breathing, C for circulation, D for disability, on passe ensuite à l'interrogatoire. On recherche la notion de traumatisme par arme blanche, bien évidemment, la nature de l'arme, la distance. Il faut rechercher par la suite les signes fonctionnels. Est-ce qu'il y a une notion de douleur contemporaine du traumatisme? Est-ce qu'il y a une notion de vomissement? Est-ce qu'il y a une notion d'arrêt de matière et de gaz? Ou bien est-ce qu'il y a une soif qui est souvent prodrome de l'état de choc? Parmi les signes généraux, on va rechercher les paramètres généraux, notamment la chute de la pression artérielle, accélération du pouls. Ça, c'est dans l'ABCD. La respiration est-elle superficielle et rapide ou bien elle est simplement normale? Ça, c'est toujours dans l'ABCD. Les signes physiques, à l'inspection, on recherche la mobilité avec la respiration. À la palpation, on recherche une contracture et une défense. Note importante, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang n'est pas un élément irritant. Donc, on aura rarement un syndrome d'irritation péritonéale en présence d'un hémopéritoine. Quand on retrouve déjà contracture, là, on pense qu'il y a autre chose. Ça pourrait être un épanchement purulent ou bien ça pourrait être du contenu digestif. À la percussion, on recherche une matité des flancs ou un tympanisme. Matité des flancs, à la recherche d'un épanchement, un hémopéritoine, tympanisme, perforation d'un viscère creux, qui sera traduit très souvent par la disparition de la matité préhépatique. Et à l'auscultation, on pourrait retrouver le silence sépulcral qu'on retrouve souvent dans le syndrome d'irritation péritonéale, mais par contre, les bruits hydroaériques peuvent toujours être perçus en présence d'un hémopéritoine. Le toucher rectal peut être douloureux. À la paraclinique, la biologie, elle est utile
dans la réanimation, mais ne permettent pas de poser de diagnostic. Donc, d'entrée de jeu, on va commencer par faire un hémogramme, ionogramme, urécréate, groupe sanguin, tout ça, bilan de terrain, afin de savoir à quel niveau intervenir. Par contre, excusez-moi s'il vous plaît. Par contre, le bilan d'imagerie a pour but d'aider le chirurgien à poser l'indication opératoire et à choisir une surveillance armée, c'est-à-dire soit on intervient ou bien on fait un traitement conservateur. Le bilan d'imagerie ne se justifie que chez les patients stables. On ne va pas prendre un patient en état de choc et pour l'amener au scanner, il va décider sur la table. Donc, il faut être sûr de la stabilité hémodynamique du patient avant de procéder au bilan d'imagerie, sauf pour quelques exceptions que nous allons voir plus tard. Ceci exclut des examens particuliers comme l'écho d'urgence. Bon, l'échographie d'urgence, encore appelée échographie pleurale, péricardique et péritoniale, ou encore appelée Focused Assessment with Sonography for Trauma en anglais, est d'une grande sensibilité pour la mise en évidence des épanchements liquidiens en urgence. Par contre, en l'absence d'épanchement péritonial, le fast echo est un examen peu sensible pour mettre en évidence le caractère pénétrant d'un traumatisme abdominal. Le scanner, bon, il faut noter pour l'échographie FAST que c'est un examen qui est idéal parce qu'il est facilement accessible, il est moins cher et il est reproductible. Par la suite, on a le scanner abdominal qui est d'une sensibilité de 80%, contrairement à 46% pour l'échographie en urgence, et ça reste l'examen de référence. Et c'est un examen assez précis. Mais cependant, c'est un examen qui nécessite de déplacer le patient. Donc, c'est impossible de réaliser un scanner quand le patient est en instabilité hémodynamique. Autre examen, c'est la radiographie pulmonaire qui permet de dépister un trajet thoraco-abdominal, notamment un épanchement pleural ou bien une lésion diaphragmatique. La radiographie de l'abdomen peut montrer un pneumopéritoine aussi, sous l'ASP, sous forme d'une grisaille diffuse. L'élément qui avant était utilisé, qui est en cours d'abandon, c'est la ponction lavage du péritoine, qui est une technique aussi ancienne que 1965. C'était le gold standard, mais à cause de sa nature invasive, on préfère utiliser le fast echo, qui est moins invasif et aussi efficace. La ponction lavage péritonéale, c'est réservé vraiment aux situations où on ne dispose pas d'échographie, hein, et ça permet de mettre en évidence les perforations d'organes creux sans hémopéritoine. Et on trouve quand même qu'il y a un taux de complication de 8,8%. Donc, pour pratiquer une ponction lavage péritonéale, on met en place après insertion de la sonde urinaire à travers l'urètre, on insère un cathéter 2 travers de doigts sous l'ombilic et on procède à infiltrer du sérum salé. Et ce lavage péritonéal est considéré positif lorsque soit on a 100 000 hématies par millimètre cube ou plus de 500 leucocytes par millimètre cube, ou bien si ce lavage péritonéal ramène de la bile, là on pense qu'il y a une lésion des voies biliaires. Ou alors, si ça ramène des débris alimentaires, on pense qu'il y a une effraction du tube digestif, ou si on a des selles qui reviennent et une coloration positive au gramme. Les formes cliniques, c'est en fonction de l'agent vulnérant, notamment les plaies par arme à feu. Excusez-moi. La blessure par balle ou par arme à feu est considérée comme une plaie grave. Les plaies par arme à feu sont pénétrantes dans 35 à 75% des cas. Les cas de plaies par balle surviennent dans les situations de suicide, agression ou accident.
Il existe également différents types de balles qui engendrent des lésions qui leur sont propres, selon qu'elles éclatent au contact d'un obstacle ou bien qu'elles se retournent une fois entrées dans l'organisme. Lorsqu'une balle percute, par exemple, un os, elle le pulvérise et transforme chaque petit fragment de cet os en projectile qui va engendrer des lésions secondaires. Le risque initial au cours d'une plaie par arme à feu, c'est l'hémorragie, c'est l'infection. Et il faut faire attention aux lésions associées, notamment les lésions thoraciques. Le diagnostic, donc, positif pour une plaie par arme blanche se pose à l'interrogatoire. La notion de traumatisme, le type d'agent vulnérable utilisé. À l'examen clinique, c'est l'évaluation des paramètres hémodynamiques et leur stabilisation, c'est la présence de l'agent vulnérant dans la plaie encore sur le patient, ou bien et la mobilité avec la respiration, c'est la présence ou non d'une contracture qui va signer la présence d'une irritation péritonéale, c'est la matité des flancs ou bien un tympanisme en faveur d'une perforation d'un organe creux, c'est un toucher rectal douloureux et une paraclinique significative, notamment une échographie FAST qui est en faveur. En différentiel, les différentiels se font en fonction des organes qui sont atteints, notamment pour les organes creux, on a la perforation du grêle, du côlon, de l'estomac, et pour les organes pleins, on a le foie, la rate, le pancréas, et on peut aussi avoir l'atteinte des structures vasculaires comme l'aorte. Pour traitement, il faut se fixer des buts, notamment, il faut rétablir l'hémodynamie, soulager le patient, prévenir les lésions irréversibles, traiter les lésions organiques au vu du bilan lésionnel. Les moyens peuvent être médicaux ou chirurgicaux. Pour moyens médicaux, ça se fait selon les TLS. La réanimation du patient, c'est l'élément principal à prendre en compte. Donc, les perfusions qui seront le plus souvent à base de cristalloïdes car ils présentent une meilleure demi-vie, ou bien des macromolécules et par la suite transfusion de culoglobulaires. Il faudra administrer des antalgiques appropriés aux patients. Il faudra faire un monitoring aux soins intensifs en surveillant les paramètres hémodynamiques. Et il ne faut pas oublier la sérothérapie antitétanique ainsi que l'antibiothérapie. Pour ce qui est des méthodes chirurgicales, il y a ce qu'on appelle le traitement non opératoire qui peut se faire soit par abstention ou bien par la radiologie interventionnelle. Et il y a le traitement opératoire. Quels sont donc les éléments qui peuvent vous pousser à faire un traitement non opératoire? D'abord, il faudrait que le patient soit stable sur le plan hémodynamique, soit il est spontanément stable, c'est-à-dire un patient qui à l'arrivée présente des paramètres normaux, des chiffres tensionnels normaux et qui reste stable sur la durée, ou alors un patient qui arrive instable et par la suite devient stable après un remplissage de 2 litres au cristalloïde. Deuxième élément, c'est un patient qui reçoit une transfusion sanguine et devient stable après moins de 3 culoglobulaires. Pour faire un traitement non opératoire, il faudrait qu'il y ait l'absence d'autres lésions intra-abdominales nécessitant une laparotomie, notamment une perforation d'organes creux. Il faudrait que la surveillance, le milieu dans lequel, très important, le milieu dans lequel vous surveillez le patient soit en réanimation, surveillance armée, intensive, et que le plateau technique chirurgical et radiologique soit disponible. Donc, pour faire un traitement non opératoire, il faudrait que le patient soit hospitalisé en réanimation avec tout son kit du bloc opératoire disponible à son chevet, le réanimateur, l'anesthésiste prêt à intervenir et à le prendre au bloc opératoire et le chirurgien disponible.
Les indications thérapeutiques, la chirurgie est formelle si le patient est en état de choc non contrôlable, c'est-à-dire on a un saignement actif et le patient, malgré le remplissage, on ne parvient pas à le stabiliser. Si on a une péritonite, il faudrait intervenir. Si l'hémorragie est extériorisée, il faudrait intervenir. Si l'arme blanche est toujours présente dans la plaie, il faut intervenir. S'il y a une éviscération, c'est-à-dire extériorisation des viscères intra-abdominaux, il faut intervenir pour faire une toilette et réintégration des viscères. Donc, la chirurgie, classiquement, c'est une laparotomie en cas de choc. Première intention, c'est pour faire l'hémostase. Et puis, par la suite, on prévoit de faire la réparation précise de chaque lésion d'organes. Donc, les gestes chirurgicaux peuvent être la suture des différentes plaies, des résections localisées, comme résection des anses grêles avec anastomose, ou bien une splénectomie d'hémostase. Ça peut être la réintégration de l'éviscération après contamination. Ça peut être le débridement de la plaie, tout simplement. Bon, cependant, la cœlioscopie n'est pas en reste. On peut réaliser chez un malade stable, mais elle est contre-indiquée en cas de pneumothorax associé et non drainé. Pourquoi? Parce que pour réaliser une cœlioscopie, il faut induire chez le malade un pneumopéritoine, c'est-à-dire on met de l'air dans la cavité péritonéale pour faciliter l'utilisation des instruments intra-abdominaux. Mais si le patient est défaillant sur le plan respiratoire, ça ne peut se faire. On ne peut pas mettre d'air dans la cavité péritonéale parce que ça va compromettre la respiration. Bon, pour cas particulier, si on reçoit un patient qui a encore la lame dans la plaie, il ne faut surtout pas la retirer hors de la salle d'opération. Car même si c'est évident que c'est un poignard et que ça fait mal et que il faut noter que cette arme-là obtue peut-être en partie des vaisseaux blessés. Et donc, ça participe à l'hémostase, même involontairement. Donc, ôter ces armes immédiatement, sans conditionnement anesthésique et opératoire, c'est s'exposer à une hémorragie massive, incontrôlable et fatale. Si la plaie est nette, elle ne semble pas saigner, ou bien elle saigne peu et est visible dans son ensemble. Si la plaie est de petite taille, étendue mais superficielle, elle peut être explorée sous anesthésie locale en salle d'urgence. Mais si la plaie est étroite, mais elle vous semble profonde et le patient est instable, ça doit être exploré au bloc opératoire. Si vous avez une hémorragie extériorisée, un écoulement suspect ou une plaie qui laisse passer des morceaux d'intestin ou d'épiplomb, la prise en charge est opératoire puisque l'atteinte est forcément profonde. L'écoulement de sang modéré peut être le fait d'une atteinte sous-cutanée ou musculaire sans atteinte du péritoine, mais l'examen risque d'être impossible parce que le patient aura très mal. Donc, il faudra sans doute des moyens d'hémostase au bloc. Bon, là, on a un petit algorithme qui nous oriente dans la prise en charge de nos patients lorsqu'ils sont touchés en choc hémorragique, péritonite ou éviscération, écoulement digestif ou urinaire. Si oui, c'est une indication opératoire évidente. Vous pouvez lui faire une échographie ou un scanner pour évaluer l'étendue des lésions, mais c'est inévitablement une laparotomie qu'il lui faudra. Maintenant, si il n'y a pas ces éléments, sinon, l'indication opératoire n'est pas forcément évidente, mais s'il est stable, vous lui faites quand même une échographie, un scanner. S'il y a des lésions viscérales chirurgicales, on lui fait une laparo. S'il n'y a pas de lésions viscérales chirurgicales, on peut explorer la plaie sous anesthésie locale. Si c'est une plaie non pénétrante, on surveille juste, on fait un traitement non opératoire, oui. Mais si c'est une plaie pénétrante, il faudra surveiller en sachant qu'on pourrait se retrouver à faire une laparotomie. Le take-home message, c'est que le sang est un élément non irritant.
Donc, l'hémopéritoine est non douloureux. Donc, la présence de sang dans la cavité abdominale, le patient vous dira pas forcément que ça fait mal, mais c'est l'évaluation clinique du patient qui prime. Les bruits du péristaltisme peuvent rester perceptibles lorsqu'on a la présence de sang dans la cavité péritoniale. Il ne faut surtout pas sous-estimer les lésions chez un patient en choc avec distension abdominale croissante parce que la plaie peut sembler petite, mais elle a lésé un gros vaisseau qui fait distendre l'abdomen. Et toute plaie pénétrante est double. Il faut noter que toute plaie pénétrante est double. Il y a toujours un point d'entrée et un point de sortie, notamment pour les plaies par arme à feu. En conclusion, les plaies de l'abdomen sont fréquentes du fait de l'augmentation du trafic et de la violence civile. Le diagnostic est souvent évident sur la base de l'interrogatoire et l'examen physique. La prise en charge est devenue de plus en plus conservatrice et le pronostic est bon si nous posons les bons gestes au bon moment. Bon, merci. Bon, ceci constitue la première partie de notre présentation. Et si vous êtes disposés, on pourrait procéder à la deuxième partie sur les contusions de l'abdomen. Qu'en pensez-vous? Docteur, je ne sais pas si on peut déjà quand même prendre les questions sur la première partie, les traumatismes ouverts. Je ne sais pas si on peut déjà commencer par prendre les questions. Parce qu'après, les autres, les participants peuvent peut-être oublier les questions. Ouais. Donc, je ne sais pas si on peut d'abord commencer par prendre les questions ensuite. OK, c'est bon. On peut prendre les questions. Donc, vous pouvez poser les questions soit dans le chat ou vous pouvez juste lever la main et on vous donne la parole. Le docteur Oteni 7, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Je remercie le docteur Makou pour la présentation. C'est un thème intéressant et vaste, très vaste. Nous allons revenir sur certains points qui nous semblent importants concernant la classification de la plaie pénétrante ou non pénétrante. Bon, pour ce que nous savons, ça se classe en fonction de la lésion ou non du péritoine. La présentatrice a parlé de la lésion du feuillet pariétal. Alors, elle dit que si le feuillet pariétal est lésé, c'est une plaie pénétrante. Soit nous considérons le péritoine. Si le péritoine est lésé, c'est une plaie pénétrante. Mais si c'est seulement le feuillet pariétal et non le feuillet viscéral, on ne peut pas parler dans ces conditions de plaie pénétrante. Aussi, je ne sais pas si j'ai été distrait, mais elle a dit que toute plaie pénétrante entraîne une lésion d'organes intra-abdominal. Ce n'est pas évident. Ça peut être une plaie pénétrante qui ne va pas donner une lésion au niveau des organes qui s'y trouvent. Dans la présentation, elle a parlé de notre région de l'abdomen. Elle en a parlé et directement, elle est passée à la peau, tissu sous-cutané, muscles. Tout pas quoi que ce soit les 9 parties de l'abdomen. Donc, quand elle parle des 9 parties de l'abdomen, c'est pour nous parler des cadrans, des 9 cadrans. C'est différent de l'extérieur à l'intérieur, comme elle a dit. Ce n'est pas la même chose. C'est 9 cadrans de l'abdomen où on va présenter épigastrique, hypogone, périto, région ombilicale, région hypogastrique et autres. Donc, c'est différent des trucs là, des éléments anatomiques successifs de l'abdomen. Et elle a parlé parlant de la conduite des examens à faire à chaud, des examens urgents. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas entendu parler de l'hématocrite. C'est très, très important. C'est très, très important, surtout pour surveiller le profil hémodynamique du traumatisé, qui est très important. Parce que le tout, on peut même dire que le tout se jouera sur le profil hémodynamique du patient. Donc, l'hématocrite, elle est très, très importante pour avoir une idée d'une hémopéritoine ou pas. Elle a dit, l'hémopéritoine ne fait pas mal, c'est vrai. Mais au cours du traumatisme, quand nous avons
un truc là, une lésion d'organe creux, dans plus de 6 heures, il y aura la douleur qui va apparaître, il y aura l'irritation péritonéale qui va apparaître et qui sera un signe d'alarme. Alors, vous avez parlé du profil hémodynamique sans faire un point particulier sur la rate. Le patient peut venir et être stable. On fait l'échographie abdominale, il y a rien au niveau de la rate. Mais il est dit qu'il faut garder le patient pendant 24 heures au moins pour le surveiller parce qu'il peut avoir des parties secondaires de la rate qui va amener à une hémopéritoire et puis un choc et puis le patient va partir comme ça. Donc, il faut faire un point particulier sur la surveillance, même si le patient est stable sur le plan hémodynamique. On va faire l'échographie, il n'y a rien. Il est dit qu'il faut garder le patient pendant 24 heures pour le surveiller à cause de la partie secondaire probable de la rate. Je crois que c'est ce que nous avons à dire. Mais nous félicitons beaucoup Dr Marcou parce que ce n'est pas un thème aussi léger. Merci. Bon, est-ce que je réponds au fur et à mesure? Oui, c'est mieux, docteur, c'est mieux. OK. Bon, merci, docteur Octengui, pour votre contribution. Oui, bon, pour ce qui est de la classification, tout d'abord, c'est vrai, j'ai parlé des plaies pénétrantes comme étant des plaies avec effraction du péritoine pariétal. Bon, pour qu'on parle de plaies pénétrantes, il faudrait qu'il y ait effraction du péritoine pariétal. Parce que même si on a une atteinte du péritoine viscéral, on passe d'abord par le péritoine pariétal avant d'atteindre le péritoine viscéral. Et j'ai fait la distinction en disant que une plaie est dite pénétrante lorsqu'il y a effraction de la paroi abdominale avec lésion du péritoine pariétal. Et la plaie pénétrante devient perforante lorsqu'on a une lésion du péritoine viscéral avec lésion de viscère creux. Maintenant, pour ce qui est des 9 cadrans, bon, oui, bon, évidemment, il aurait été important de rappeler les organes qui sont retrouvés dans les différents 9 cadrans de l'abdomen. Pour ce qui est du bilan initial en termes d'hématocrite, bon, je crois que peut-être je l'ai un peu survolé en mentionnant l'hémogramme qui devait être fait parmi les bilans initiaux. Parce que l'hématocrite, ça fait partie des bilans initiaux, mais c'est vrai, il fallait préciser que l'hématocrite, c'est un bilan primordial. Le point d'honneur sur la rate et sa surveillance, c'est l'élément qui devait être abordé pour le thème sur les contusions de l'abdomen, c'est-à-dire traumatisme fermé de l'abdomen. C'est quand on a les traumatismes fermés de l'abdomen on peut avoir contusion splénique qui peut ne pas avoir de manifestation clinique et qui nécessite une surveillance accrue. On peut décider de faire un traitement non opératoire ou bien d'intervenir suivant certains critères que nous verrons au cours de la prochaine présentation. J'espère que je vous ai éclairé. C'est bon, nous vous remercions. Merci. Merci, docteur. Il y a la main de Diva qui est levée. Vous avez la parole, Diva. Bonjour, merci de me passer la parole. Je tiens déjà à m'excuser parce que j'ai pris le truc en cours, j'ai oublié l'heure de début. Alors, moi, j'ai des questions et des remarques. Alors, initialement, le lien que moi j'ai reçu, c'était traumatisme fermé de l'abdomen.
Mais quand j'écoute la présentation et je vois le thème du prochain, je crois qu'on parlait des traumatismes ouverts. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Donc, en parlant des traumatismes ouverts, déjà au niveau du plan clinique, vous avez dit à l'examen physique, il y a la contracture abdominale pour les signes d'irritation péritoniale et autres. Je voudrais signaler que chez les enfants, on peut avoir une péritonite sans contracture abdominale. Donc, il faudrait faire attention à cet élément. Tu dis quoi? Allô? Oui, je vous écoute. Okay. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de la surveillance. Et si on a un traumatisme ouvert, je pense que l'indication opératoire est systématique. Dans une plaie ouverte, il faudra toujours explorer parce qu'on ne peut pas jurer que ce que nous on voit là, qu'on a l'impression que ça semble assez superficiel, il ne faudrait pas aller explorer plus loin. Est-ce que c'est pas aller plus loin et autres? Donc moi, je pense que le traitement chirurgical est systématique, que ce soit ce lieu ou bien la parotomie, mais que c'est systématique puisque c'est un traumatisme ouvert. Maintenant, concernant la surveillance armée, oui, elle est obligatoire. Les paramètres sont pris systématiquement et autres. Mais que ce soit hospitalisé en REA, est-ce qu'on a suffisamment de places en REA pour mettre tous les patients de traumatisme abdominal en surveillance en REA? Je pense que ça peut se faire soit aux urgences, soit dans le service, mais vraiment, c'est expectative armée, comme vous l'avez dit. Le kit opératoire, OK, le OK de l'anesthésie, ce chirurgien qui est dans les parages, tout le monde sait que si ça se gâte, on va partir au bloc systématiquement. Mais là encore, c'est pour la surveillance, je dirais, préopératoire, puisque je maintiens, moi, mon avis, c'est que tout traumatisme ouvert doit être exploré. Donc, l'indication opératoire, elle est maintenue. Maintenant, alors, non, cette question annulée. Donc, je pense que c'est tout pour le moment. OK. Merci, docteur, pour votre contribution. Je ne vais pas arrêter. Allô? Oui, Allô? docteur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux réagir un peu par rapport à ce que le docteur Diva vient de dire. Bon, dans le contexte de trauma ouvert de l'abdomen, ce n'est pas nécessairement tous les malades qu'on va amener au bloc. C'est vrai qu'avant, les indications, c'était plaie pénétrante de l'abdomen, exploration chirurgicale. Mais de moins en moins, on se retrouve en train de faire des explorations chirurgicales. Juste pourquoi? Parce que parfois, on a effectivement une plaie, mais qui n'est pas pénétrante. Donc, on ne va pas nécessairement aller au bloc. On a les plaies pénétrantes sans lésion d'aucun organe. Et il n'y a pas ni d'éviscération, ni d'épiplocèse, quitte à ce que parfois même l'épiplocèse n'est pas une indication opératoire formelle. Donc là, on ne va pas aller au bloc. On va juste laver la plaie, on va surveiller le malade. C'est pour ça qu'on fait la surveillance. On évite au maximum de faire la parotomie blanche. Donc, c'est dans cette optique-là que plaie pénétrante de l'abdomen, ce n'est plus systématiquement un malade qu'on va conduire au bloc. Maintenant, il y a des indications opératoires formelles. Une plaie pénétrante qui laisse soudre un liquide digestif, soit sont les selles, soit c'est la bile, ainsi de suite. Donc là, on va automatiquement explorer le malade. Une plaie pénétrante avec éviscération, surtout les éviscérations vues tardivement, bon, après 6 heures, on va explorer le malade. Une plaie pénétrante, même s'il n'y a ni épipocèle, ni éviscération, ni de liquide digestif qui est en train de soudre, mais le patient présente des signes d'irritation péritonéale, exploration chirurgicale. Un patient qui présente une instabilité hémodynamique qui ne se stabilise pas malgré l'épreuve de remplissage ou remplissage bien conduit, indication opératoire. Maintenant, il y a les indications opératoires comme les patients qui présentent les épiplocèles, par exemple. Là, ça dépend vraiment de la présentation clinique du patient. Est-ce qu'il est vu tôt? Est-ce qu'il est vu tard? L'épiplocèle, est-ce qu'il a d'autres signes, des signes d'irritation péritonéale? Est-ce qu'il est instable? Donc, là, c'est au cas par cas, on discute et on voit, et effectivement, on va faire une laparotomie exploratrice ou pas.
quelles sont les indications relatives. Maintenant, dans notre contexte, nous sommes un pays où l'accès aux soins est souvent limité. L'équipe n'est pas souvent en place à 24/24. Donc, quand on reçoit un patient qui a une plaie pénétrante, chez qui on ne peut pas facilement faire l'expectative armée, on lui fait une laparotomie d'emblée, pas parce que c'est obligatoire ou bien c'est indiqué vraiment, mais parce que la surveillance armée, au moment où peut-être il commence à changer, c'est-à-dire il va dans la détérioration, l'équipe chirurgicale ne sera pas en place. Non, le temps de les réunir, peut-être on va pas être malade. Donc parfois, on fait de la laparotomie systématique chez les patients qui arrivent dans ces conditions-là, avec une plaie pénétrante de l'abdomen. Donc c'est un peu mon apport par rapport à ça. Maintenant, bon, en pédiatrie, c'est vrai, les choses sont un peu plus différentes que chez l'adulte. Je vous remercie. J'ai encore une question. Alors, votre exploration de la plaie pour savoir qu'elle n'est pas pénétrante se fait où? Je vais répondre en disant que on a un algorithme de prise en charge. Pour un patient qui est hémodynamiquement stable, on peut décider de l'amener au scanner afin de savoir quelle est l'étendue des lésions, quels sont les organes qui sont atteints ou pas. Mais maintenant, si le patient présente une plaie aussi petite soit-elle, même si c'est une plaie pontiforme, et qu'on a une évidence de gravité, comme un abdomen qui prend du volume ou bien une instabilité hémodynamique qui perdure malgré le remplissage, on ne va pas s'aventurer à faire une exploration sous anesthésie locale. Ce sera d'emblée au bloc opératoire. D'accord, merci. Merci. Ok, merci docteur. Alors, on a des questions dans le chat. Quelques questions. Il y a Samuel Fodop, si je prononce bien, qui aimerait savoir la définition claire de la stabilité hémodynamique. La stabilité hémodynamique se fait de manière ponctuelle et au long cours, c'est-à-dire un patient qui présente des chiffres tensionnels normaux dès l'arrivée et au cours d'une surveillance, de tout au long de la surveillance, il reste avec des bons chiffres tensionnels et une bonne fréquence cardiaque. On considère qu'il est stable sur le plan hémodynamique. L'instabilité, très souvent, ça s'installe, ça commence par le pouls qui s'accélère et par la suite, c'est la pression artérielle qui chute. Donc, la notion de stabilité, c'est sur le temps. Ok, j'espère qu'il a eu une satisfaction. Il y a Aoudi qui lève la main. Vous avez la parole. Ok, merci docteur pour ces éclaircies sur le traumatisme ouvert de l'abdomen. Je viens juste pour poser une question. C'est une question qui est basée sur un cas auquel nous avons fait face il y a quelques jours. Donc, c'est un jeune de 25 ans que nous avons reçu, qui était sourd-muet. Il est venu pour traumatisme du membre inférieur, donc de la jambe, autant pour moi. Bon, ce n'était pas un traumatisme ouvert, c'était qui faisait suite à un accident de la voie publique. Le bilan primaire, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Allô, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. D'accord. Mais quand on a essayé d'interroger son voisin, puisqu'ils étaient deux, en fonction de ce qu'il nous a dit, on s'est rendu compte qu'en fait, il a eu à se cogner le torse, ou bien je veux dire l'abdomen et le thorax contre la partie avant de la cabine. Donc, on n'avait vraiment pas une preuve qu'il y avait un traumatisme abdominal.
Donc, sur le coup, on a quand même prêché par ici, on a demandé. Je voudrais donc savoir, est-ce qu'on demande même une échographie, quand bien même on n'a pas une preuve clinique qu'il y a une atteinte, bien il y a un traumatisme abdominal. Merci. Bon, je pense que vous l'avez dit, vous avez péché par excès, mais c'est toujours idéal de pécher par excès que d'avoir des missed lesions. Donc, je pense que dans ce cas-là, si vous aviez votre patient qui était stable et qu'il y avait même la possibilité de réaliser un scanner, je pense qu'idéalement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais bon, l'échographie aussi est utile puisque c'est facilement, c'est accessible, c'est reproductible. Et oui, donc je pense que vous avez bien fait de faire une échographie. C'est mieux de pécher par excès que de passer à côté d'une lésion potentiellement mortelle. Merci. D'accord, merci. On va prendre deux autres questions dans le chat. Il y a un participant qui demande, il dit, je voudrais savoir s'il faut d'abord stabiliser le patient avant de faire une quelconque opération chirurgicale. Et pour les patients atteints de coagulopathie avec TP bas, quelle est la conduite à tenir dans ce cas? Okay. Je vais répondre en disant que un patient qui est hémodynamiquement instable, le premier geste à faire, c'est de l'amener au bloc opératoire pour faire l'hémostase chirurgicale. Très bien, Macron. Oui. Et mais tant que le patient est stable, ça laisse le temps de faire les investigations et de poser une démarche idéale pour faire les choses bien, mais au meilleur moment. Bon, maintenant, au cas où, en présence d'une coagulopathie où le TP est bas, bon, tant qu'on a un patient qui est hémodynamiquement instable, quel que soit le taux de TP, il faut d'abord l'amener au bloc pour essayer de faire cette hémostase chirurgicale. On ne va pas attendre de corriger ce TP alors que le patient est en train de se vider de son sang. Donc, on ne va pas attendre de corriger le TP avant d'intervenir. Tant qu'il est instable, on fonce au bloc. Mais si le patient est stable et qu'il a un TP qui est bas, ou bien en présence d'une coagulopathie, s'il a besoin de plaquettes, on lui donne des plaquettes. S'il a un TP bas, on lui donne la vitamine K. On peut lui donner aussi les facteurs de coagulation ou du plasma frais en fonction de la lésion dans laquelle la situation dans laquelle on se trouve. Ok, merci docteur. Je crois qu'il y a un dernier commentaire qui dit, merci pour la présentation. Vous avez dit que la plaie pénétrante a toujours une porte d'entrée et de sortie. Je crois que c'est un ajout. Je pense que ce n'est pas totalement vrai car il existe des plaies par arme blanche sans porte de sortie. L'arme peut démarrer au point d'impact sans sortie. Parce que là, c'est plus... Bon, c'est plus la notion de trajet de l'arme qu'il faut noter. Il faut connaître le trajet, les structures anatomiques qui ont été parcourues par cette arme. Et les plaies par balle, très souvent, ont une porte d'entrée et une porte de sortie. Par contre, par arme blanche, on peut ne pas avoir de porte de sortie. D'accord, je pense qu'on va, avec le temps qui est plus ou moins court, on va prendre la présentation suivante. Allô, j'ai un truc à dire, s'il vous plaît. Oui. Ouais, docteur. Il faut noter que les plaies par arme à feu, indication opératoire formelle, même si le malade est stable, même s'il n'y a rien qui coule, il n'y a pas de liquide digestif qui coule, indication opératoire formelle. C'est là-bas, on ne badine pas. Pardon. Donc, si un patient vient, il se plaint, il a une plaie de l'abdomen, demandez qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui était l'organe, l'élément traumatisant. Et on répond, c'était une arme à feu. Préparez-le rapidement pour le bloc parce que l'arme à feu, on ne connaît pas le trajet que
ça fait dans le ventre. On ne sait pas le trajet que l'arme à feu prend, emprunte dans le ventre. Donc, il faut explorer pour être sûr de ne pas passer à côté des lésions. Contrairement à l'arme blanche, qui est un truc rectiligne, inerte, donc on sait d'emblée que si ça entre ici, là, ça peut avoir lésé son sang. Et parfois, si ça n'a rien lésé, on peut aussi savoir. Donc, arme à feu égale la parotomie exploratrice d'emblée. La présentation sur les contusions abdominales va être faite demain, comme l'était prévu sur le programme. Donc, merci d'avoir participé à la séance qui était très, très enrichissante. Merci au docteur Makou qui a pu, malgré les obligations actuelles, son programme est un peu serré, a pu se rendre disponible pour nous dispenser ce cours. Merci aux différents participants qui ont interagi, qui ont apporté des apports, qui ont enrichi la discussion. Donc, je rappelle qu'il y a l'atelier de chirurgie sur les attelles qui est prévu pour ce mois. Les inscriptions ont commencé depuis un moment et se terminent le 8 mars. Donc, je crois que les fiches, le formulaire d'inscription est déjà partagé dans les groupes. Et je pense que c'est tout. Le cours sera disponible sur la plateforme en ligne du Medical Mind sur YouTube pour ceux qui ont manqué une partie, pour ceux qui aimeraient bien revenir sur certains détails qui ont été dits. Donc, merci Dr Makou, merci aux participants et bonne soirée à tous. Ok. Merci à tous aussi. Merci.